Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on reçoit Céline Auger, Jean-Yves Doucette, Sonia Goulet ainsi que Emmanuel Robin. On reçoit maintenant Céline Auger, directrice générale, fondatrice aussi du programme d'accueil d'intégration solidaire. Céline, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci, toi? Oui, très bien, parce que ça va bien. Je connais pas ta vie personnelle, je présume que ça va bien, mais professionnellement, il y a une belle... Malgré la pandémie, le pays est dans un essor. Il y a comme une vague positive qui entoure l'organisme. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là, qu'on peut dire franchement que la pérennité de l'organisme, là, on peut dire qu'il est assuré vraiment. 2020, ça a vraiment été l'année où est-ce qu'on a tout consolidé. Puis 2021, on peut dire que ça va être la première année où est-ce qu'on peut dire qu'on a tous les morceaux du casse-tête financier qui permet d'assurer nos services d'accueil, d'intégration, d'avoir des projets, mais aussi d'être capable d'assurer le fonctionnement de l'organisme, d'avoir des locaux, d'être capable de payer des dépenses plus techniques, plus administratives. Donc, on est vraiment capable de dire qu'en 2021, le pays est autonome. Là. On est capable de venir à nos besoins. Parce que la mission, en résumé, c'est favoriser l'accueil et l'intégration de personnes immigrantes qui viennent s'installer dans la MRC Bécancour. En résumé, oui. C'est ça. Oui, et tu dis, local, on avait eu un beau bureau qui nous avait été offert gracieusement par la municipalité de Sainte-Françoise, mais heureux problème avec le développement, là, on était un peu à l'étroit, on pourrait dire. En fait, c'est ça. Depuis le début, depuis le tout début, en fait, avant même qu'on soit un OBNL, on était un projet pilote. Puis la municipalité de Sainte-Françoise, comme vous l'avez dit, a toujours été là pour nous. Puis on avait des locaux. On avait un bureau. Donc, c'était parfait au début quand on était deux. Mais là, le projet a pris de l'expansion. On est devenu un OBNL. On a embauché 2 agents d'aide à l'intégration. On a quelqu'un qui s'occupe du côté administratif. On va embaucher quelqu'un d'autre aussi pour s'occuper de l'accueil-intégration. Donc, l'équipe grossissait et ça nous prenait des locaux plus grands. Donc, on s'est tourné du côté de Deschaillons où est-ce que là, on a un local, on a une grande salle où est-ce qu'on va pouvoir organiser des activités. Puis, on a aussi des bureaux avec une cuisine. Donc, vraiment, là, on peut dire que le pays est capable d'accueillir des personnes là, pour être capable d'offrir nos services. Puis oui. Vas-y. Oui, juste ajouter, dans notre mission, en fait, la partie là, qui manquait dans ta définition, là, c'était aussi la partie sensibilisation de la population à l'apport positif des personnes immigrantes. Oui, en effet. Puis ça a donné lieu à des beaux projets cette année, puis d'autres projets aussi l'année prochaine. Bien, justement, parlons-en. Quand tu dis des projets au niveau de la sensibilisation, c'est quoi? Comment ça s'est concrétisé, ces projets-là? En fait, si on recule dans la dernière année, puis 2021, par exemple, on est allé dans les écoles primaires et secondaires. On a offert gratuitement des formations. Dans le fond, on était, même en temps de pandémie, on avait réussi, on a usé de créativité avec Zoom et on était capable d'entrer en contact avec les jeunes pour leur expliquer un peu, leur donner des exemples concrets, les sensibiliser justement à ce que vivent les jeunes de leur âge lorsqu'ils arrivent. On les a mis dans des situations où est-ce qu'ils entendaient un enfant justement de leur âge ou un adolescent qui parlait une autre langue pour leur dire, imaginez-vous, si c'était vous qui était dans cette situation-là, vous arrivez dans un nouveau pays, c'est ça que vous vivriez au quotidien. Donc ça, c'est un projet qu'on a eu. On a eu une belle collaboration avec la commission scolaire. Mais un autre projet qui est vraiment génial aussi, que tu connais, Stéphane, tu ne tomberas pas des nues si je te parle de ça, c'est notre fameux livre de recettes qui avait été précédé des émissions diffusées à Télécœur, justement, d'ailleurs, et d'ici. Bon appétit. Oui. On a fait un livre de recettes. C'est justement Stéphane qui nous avait dit « Pourquoi vous faites pas un livre de recettes avec ça? » Parce que, moi je dis, parfois, on gagne un homme, on dit un homme, mais on dit on pourrait gagner, on gagne une personne par l'estomac.
Et dans le fond, la nourriture, les mets qu'ils conçoivent, des gens issus d'immigration, c'est une belle manière d'entrer en relation entre Québécois de la société d'accueil puis Québécois qui sont des nouveaux arrivants. Là. C'est une belle occasion. Donc, ce livre-là, il s'est concrétisé. Exemple, moi, les gens qui t'écoutent, Céline, moi, je le veux, ce livre de recettes-là, pour faire des recettes syriennes, népalaises, colombiennes aussi, qu'on peut se le procurer, ce livre-là, justement. En fait, ce livre de recettes-là, dans lequel vous retrouvez à la fois, comme tu dis, des recettes de différents pays, des recettes qui nous sont présentées par des gens qui habitent notre région. Donc, on parle de recettes de gens qui ont bien voulu, en fait, nous partager leurs recettes, mais on présente les familles ou les gens qui nous ont partagé ces recettes-là à travers les portraits de ces gens-là. Okay. Et ces portraits-là, ainsi que ces recettes-là, nous permettent aussi de comprendre, je vous dirais, la structure de l'immigration qui n'est pas toujours simple. C'est quoi un travailleur temporaire par rapport à un résident permanent, par rapport à un travailleur temporaire agricole? C'est quoi la différence entre la citoyenneté canadienne et la résidence permanente? Donc, tout ça est expliqué également dans le livre de recettes. Puis je vous dirais que vous finissez de manger, vous finissez de lire, vous avez faim, puis en plus, vous avez appris des choses. Ce livre-là, en fait, on en a des exemplaires qu'on va distribuer, mais roulement de tambour, on va le retrouver gratuitement, téléchargeable sur notre nouveau site Internet. Donc, le pays s'est doté d'un site Internet dont on est très fiers. Et puis, vous allez retrouver sur le site Internet le lien pour télécharger gratuitement ce livre de recettes-là, qui sera également disponible dans toutes les bibliothèques de toutes les municipalités. Hey, ça, c'est une bonne idée. Puis ce nouveau site Internet-là, dis-moi si je me trompe, il va y être intégré un répertoire. Tu dis, on a eu la pandémie, là, mais en bon québécois, on s'est pas pogné de beigne, là, chez vous, là. Non, en fait, nous, en tout cas, le travail n'a pas du tout arrêté. Ça nous a demandé de revoir, par contre, notre façon de travailler. Ça nous a demandé d'user parfois, je dirais, de créativité. On était capable de rejoindre tout le monde différemment, mais on était capable. Mais ça nous a aussi amené à la réflexion de quelle façon les gens peuvent avoir accès aux services autrement qu'en personne. Parce qu'avant, on ne se posait pas la question, c'était en personne. Et là, avec la COVID, c'est sûr qu'on a davantage opté pour des messengers, Zoom, WhatsApp, tout ce qui permet de voir la personne à l'écran sans être en présentiel. Mais le répertoire, en fait, ça regroupe l'ensemble des services qu'on retrouve dans la Université de Bécancour, qui sont indispensables pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Puis, ça sera... vas-y. Ça, c'est une première au Québec. On avait regardé un peu partout. Ça se fait pas. Parce qu'il est adapté pour cette clientèle-là, qui, parfois, n'est pas très avancée au niveau du français. Donc, on va axer beaucoup sur des couleurs, on va axer sur des images, je me trompe pas. En fait, pas des images, mais je vous dirais des mots-clés simples. OK. Puis on a vraiment fait le répertoire, il est bâti avec des thèmes. Et dans ces thèmes-là, on retrouve des sous-catégories. Puis je vous dirais que il y a un thème qui s'appelle activités, loisirs, dans lequel on retrouve des sports, une section plein air, une section nature, toutes les activités où est-ce qu'on peut s'inscrire, par exemple, au soccer, au karaté, de la danse, on retrouve tout. Et ça, on l'avait pas même, je vous dirais, pour les Québécois de souche. Étant moi-même mère de 3 enfants, des fois, on se pose la question, c'est quoi les activités dans la région? Puis, il n'y avait pas d'endroit où est-ce qu'on retrouvait tout au même endroit. Parce on pouvait s'informer à une municipalité, dans une autre municipalité, on pouvait aller voir sur le Facebook d'un particulier. On n'avait pas l'information. Nous, on a pris 1 an pour aller prendre vraiment toute l'information de tout ce qui se faisait sur le territoire. Puis, chaque 6 mois, ça va être mis à jour. Parce qu'on fait œuvre utile, évidemment. On le fait pour les personnes immigrantes, mais comme tu dis, toi, tu vas pouvoir y aller. Les gens, faire du loisir, du sport, c'est intéressant. Donc, je vous félicite pour ça. Évidemment, on fait ça. C'est des nouveautés. On a des nouveaux locaux, mais il reste que
on a nos classiques. Au projet d'accueil d'intégration solidaire, on continue la francisation en entreprise, entre autres. C'est quoi ça, la francisation en entreprise? Bien, en fait, la francisation en entreprise, ça le dit, on offre des cours de français sur les lieux de travail. Okay. Puis les lieux de travail, je vous dirais, on peut les séparer en deux. On a le milieu de travail typique. Puis on en a un autre que c'est le milieu de travail agricole. Puis j'insiste sur la différence parce qu'il y en a une. La francisation agricole, c'est une subvention à part. La francisation en entreprise, c'est une subvention différente. Et il y a aussi la francisation du ministère de l'Immigration qui, elle, vise l'intégration du Québec, de la personne immigrante dans toutes les sphères de la société et non seulement le travail. OK. La francisation agricole, elle, est très large. C'est-à-dire que si on a besoin de pratiquer pour aller à l'épicerie ou comprendre certains panneaux de signalisation pour le permis de conduire, c'est la francisation agricole qui va être la meilleure. Pour quelqu'un qui a juste besoin de vocabulaire, qui travaille dans une entreprise de soudure, puis qui veut passer une carte supplémentaire, puis que le vocabulaire est difficile, donc là, on va avoir des cours de francisation vraiment en entreprise. Et la francisation avec le ministère de l'Immigration, elle, c'est la seule, puis c'est pour ça que c'est si important de l'avoir dans notre région, c'est la seule qui permet à une personne immigrante de pouvoir atteindre des niveaux de français qui sont reconnus par le ministère de l'Immigration. Et ça, c'est important quand arrive le temps de vouloir avoir la citoyenneté canadienne. OK. Parce que c'est ça, on peut pas, exemple, si on n'a pas une connaissance minimale du français, on peut pas avoir la citoyenneté canadienne. Mais là, je vais vous perdre dans mon jargon, mais ça prend le niveau 4. Okay. Le niveau 4, ça veut dire que tu es capable de parler au présent, tu es capable de dire ce que tu as mangé hier, puis de raconter un bon film que tu as vu. OK. Bon. Ça, c'est le niveau 4. Puis avec le niveau 4, en ayant le papier niveau 4, là, après ça, on peut faire une demande pour avoir la citoyenneté canadienne. Puis, bien entendu, il faut passer le test, le fameux test, dans lequel, dans notre livre de recettes, on retrouve d'ailleurs des questions pour savoir si vous pourriez-vous passer ce test-là. Il y a plusieurs questions que le Québécois, là, en général, là, aurait besoin d'étudier pour réussir. Puis évidemment, tu parles d'accompagner des gens pour qu'ils réussissent leur acquisition de citoyenneté canadienne. Tu parlais de permis de conduire. La dame là, qui est originaire de la Syrie récemment, qui était toute fière d'avoir réussi à avoir son permis. Évidemment, il y a une équipe, il y a des gens comme toi qui sont des employés du programme, du projet, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles. Par exemple, notre amie syrienne qui s'appelle comment donc? La dame qui vient d'avoir son permis? Esra, pour qu'elle ait réussi, il y a quelqu'un qui l'a aidé. Il y a une bénévole. Ah oui, elle a étudié beaucoup avec Pauline, qui religieusement allait chez elle pour étudier. Puis il y en a un autre aussi dont on est vraiment fiers, Mohamed, un autre Syrien, qui sans Josette, sa grande sœur adoptive, qu'on pourrait dire, il n'aurait jamais réussi. Donc oui, effectivement, on a près de 30 bénévoles qui gravitent autour du pays. Puis je le dis souvent, c'est l'âme du pays. Sans eux, on serait jamais capable d'aller aussi loin dans nos services d'accueil puis d'intégration. Puis les bénévoles, ils peuvent aller, ne serait-ce que prendre un café, aller rencontrer les gens, voir comment ça va. Là, des fois, ils vont voir des choses que nous, on n'a pas vues, ils vont nous contacter. Donc, on a une belle collaboration, puis on est en équipe avec ces bénévoles-là, puis on est chanceux d'en avoir autant. Parce qu'on est chanceux, on en a dans presque toutes les municipalités. Souvent, on entend dire « Ah, c'est dur de trouver des bénévoles », mais le pays, on est vraiment choyé d'avoir ces bénévoles-là de qualité qui se sont portés volontaires là, pour nous aider à accueillir et à intégrer des personnes. Puis ils vont même aider parfois les enfants, parce que bon, comme moi, toi comme moi, on a des enfants, on peut les aider à faire leurs devoirs. Évidemment, la mienne est rendue au cégep, là, je peux moins l'aider à faire ses devoirs, mais quoique, elle aime bien la science politique, j'ai réussi à y transmettre ça, elle aime l'histoire et la politique, mais mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui a un faible niveau de français, pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais c'était pas sa langue maternelle. Il arrive ici, ses enfants vont à l'école, ils reviennent avec des devoirs,
si je possède mal le français ou pas super, d'avoir quelqu'un qui va aider les enfants à faire les devoirs, c'est un gros plus aussi, là, pour... Oui, c'est sûr que, il y a les services d'aide aux devoirs là, qu'on retrouve dans les écoles, puis qu'on retrouve aussi, par exemple, à la Clé de la Galerie à Fortierville. Mais, comme tu disais, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire parce que la personne, pas qu'elle a cumulé un retard, mais c'est juste qu'il y a des choses qu'elle connaît pas, qu'elle doit apprendre. Puis quand les enfants, ils arrivent, il faut dire que on les place selon leur âge en classe. Donc, la personne, si elle est d'âge d'être en 3e année, même si elle sait à peine lire, on ne la mettra pas en première année si elle est d'âge de 3e année. Donc, il y a du travail à faire pour être capable de rattraper ce temps-là. Puis effectivement, on a, je vais les nommer, on a Diane et Josette Auger, 2 personnes exceptionnelles qui se donnent depuis quelques années. On a eu un prêt de la bibliothèque d'ailleurs de Parisville. Ils donnent de l'aide aux devoirs là à des jeunes filles puis un petit garçon. Puis je pense à une des jeunes filles qui avait repris sa première année. Bon, c'était difficile. La 2e année, premier bulletin, elle avait 100% en français. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est des belles réussites, là. Puis des grandes fiertés. Oui. Puis on va pas faire à croire qu'on se connaît pas. Moi puis Céline, on a collaboré sur plein de dossiers. Puis elle me révélait que les enfants, c'est un grand facteur d'intégration. Parce qu'exemple, si je suis relativement isolé, oui, on peut participer à des cuisines collectives, oui, on peut faire des sorties avec le paillis aux pommes puis tout ça, mais si on travaille de la maison, on est un peu isolé, mais l'enfant va amener par les amis qu'il se fait, il va amener une intégration au village où qu'on demeure. Puis, t'en as un exemple, toi, tes enfants sont amis avec des enfants issus de l'immigration. Puis ça a permis une connexion avec les parents, d'ailleurs. Ben, bravo, Céline. Et je voulais t'offrir cette tribune. Tu parlais tantôt de travail agricole. Tu es à la recherche d'une ressource. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quelqu'un pour travailler, je pense. Oui, en fait, on est à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous aider dans l'accueil et l'intégration des travailleurs agricoles. Donc, c'est certain que ce sont des personnes qui souvent ne sont pas ici pour l'année, mais ils reviennent chaque année. Donc, ils vont être ici entre 6 à 8 mois. Et ils repartent quelques mois et ils reviennent. Et il y en a plusieurs là-dedans qu'on s'est aperçu. Bon, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui parlent peu ou pas le français, mais ils ont besoin de services. Ils ont besoin de se faire expliquer des choses de base. Je vais vous donner juste des exemples plus administratifs, mais le recyclage, comment ça fonctionne, le temps que tu es là, il y a quand même certaines règles de base. Puis c'est pas parce que tu es ici, juste pour travailler, que tu peux pas de temps en temps faire une sortie. Donc, de connaître un peu le milieu dans lequel tu peux travailler pendant. Il y a des gens qui viennent, ça fait 10 ans, même plus. Donc, c'est une grosse partie de leur vie pour ces gens-là. Alors, on est à la recherche d'une ressource pour les aider dans leur intégration à la société québécoise pour le temps qu'ils passent ici. Donc, oui, c'est ça. On est à la recherche d'une personne pour ça. Donc, moi, si je regarde la télévision, j'ai des bases en espagnol. On demande-tu la connaissance d'espagnol? Pour ce poste-là, oui. Okay. C'est le seul, en fait, parce que partout ailleurs, on fonctionne vraiment en français. Puis, lorsque c'est nécessaire, là, on fait appel à un interprète. Okay. Je dirais plus pour des technicalités plus liées à la santé ou des choses comme ça. Sinon, on s'en sort bien avec le français. Mais étant donné que ces gens-là, il y en a plusieurs que je vous dirais qui ont de la difficulté même à dire bonjour. Et c'est pour ça qu'on a des cours de francisation agricole. L'agri-francisation est arrivée pour pallier ce défi-là de la langue. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Stéphane, on est encore dans la logique de « Hey, j'accueille des Guatémaltèques, je vais apprendre l'espagnol, quand je vais aller en vacances, je vais être capable de me débrouiller. » Donc, pendant longtemps, on a offert des cours d'espagnol aux producteurs pour qu'ils apprennent l'espagnol pour faire venir son travailleur et être capable d'échanger.
Mais là, dans les dernières années, le gouvernement a décidé d'investir pour offrir des cours de français, donc l'agri-francisation, pour faire l'effet l'inverse. Que la personne qui vient travailler ici apprenne notre langue de façon à ce que si elle est malade, elle est capable d'aller au CLSC toute seule. Si elle décide d'aller au restaurant, elle n'est pas obligée de commander la même chose, c'est-à-dire dire juste la même chose que l'autre d'avant ou toujours les commandes électroniques parce qu'ils ne sont pas capables de parler. Donc, on assiste dans les dernières années vraiment à un investissement majeur du gouvernement dans les services de francisation. Puis ça a commencé à avoir des répercussions, je dirais, vraiment positives. Parce que le projet, ce qu'on a dans MRC de Bécancour, chez nous, vous avez comme développé une expertise pan-québécoise là, à ce niveau-là. Et c'est le seul service qu'on sort de notre territoire. Okay. Parce qu'au départ, on cherchait une façon de financer notre organisme. Puis je disais souvent à la blague, on est des profs de français. Moi, à la base, je suis une enseignante en francisation. On ne va pas organiser des soupers spaghettis pour financer nos activités. On est des profs. Donc, on a approché Agri-Carrière, puis on a développé en collaboration avec eux l'agri-francisation. Donc, ils ont fait appel à notre expertise, puis on a collaboré à ce projet-là. Puis c'est le seul projet que vraiment on sort de notre territoire pour aller offrir nos services. Puis, à ce jour, on est rendu à une 50aine de mandats. On est un peu partout au Québec. J'ai une ressource qui est attitrée juste à ça. Elle est la coordonnatrice pédagogique. On partage des activités aux profs. On entre en contact justement avec les centres d'emploi agricole. Puis on offre un service de qualité. La majorité, c'est des jeunes profs retraités qui ont embarqué dans le projet en disant « Ah, je vais prendre un mandat. » Puis là, pas longtemps après, le téléphone sonne « Hey, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. » Ça doit être un enseignement qui est valorisant parce que c'est des adultes, c'est des gens intéressés. Puis, en tout cas, bravo, parce que là, on est comme champion du Québec dans la MRC de Bécancour, on va le dire. Hein, on a pour ça, là, vraiment, oui. OK. Puis là, moi, quelqu'un qui voudrait en apprendre, parce que là, tantôt, on a lancé une invitation pour un emploi, mais des personnes immigrantes qui nous écouteraient ou des gens qui auraient le goût de s'impliquer au niveau du pays, comme les coordonnées de l'organisme. Comment on fait pour vous contacter? En fait, on a un nouveau site Internet, bien entendu, mais hyper simple. Sur Facebook, si vous écrivez PAIS, vous allez tomber sur notre logo noir et blanc, projet d'accueil et d'intégration solidaire. Je pense que c'est la façon la plus facile d'entrer en contact avec nous. Quotidiennement, on regarde si on a des messages privés et on y répond très rapidement. Bien, bravo Céline, bravo à toi, bravo à toute ton équipe, puis les bénévoles, puis aussi un gros bravo aux personnes immigrantes qui font le choix de venir chez nous. Ils ont un bel apport, puis je pense qu'on le souligne, cet apport-là. C'est des gens qui sont des actifs pour la société, des gens travaillants qui s'impliquent, puis qui font des enfants dans les milieux qui ont besoin d'enfants. Fait que tant mieux. Hein? Oui. Des gens qui aiment le territoire autant que toi puis moi, qui s'établissent pour les mêmes raisons. Ouais. Il y a envie d'un endroit où est-ce que c'est calme, où est-ce qu'on peut faire un jardin, où est-ce qu'on peut parler à nos voisins, saluer la personne du dépanneur. Donc, des gens qui nous rejoignent, vraiment pour ce qui est de nos valeurs aussi. Là. Bien, merci Céline. C'était donc la directrice générale, fondatrice du pays, Céline Auger. Bien, merci Céline. Je vous présente un homme que j'admire beaucoup parce que c'est un éducateur de talent, mais c'est aussi un praticien. Parce que moi, il y a une affaire qui m'énerve dans la vie, c'est le monde qui parle mais qui n'agisse pas. Mais ça, c'est une incarnation, Jean-Yves Doucette, du principe que les bottines suivent les babines. Hein? T'as enseigné l'éducation physique, toi, mais tu l'as mis en pratique. Pendant 35 ans. Tu l'as mis en pratique. Et justement, on va parler de bien des choses, mais moi, j'aimerais ça qu'on commence, Jean-Yves, avec... Évidemment, la COVID nous a tous affectés, mentalement, physiquement. Il y avait des moyens, puis ils sont encore là, pour peut-être garder la forme physique et mentale. Toi, quand ça a commencé la pandémie, t'es pas resté assis sur ton divan. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là, au début du confinement? J'ai regardé, parce que si on se réfère à la pandémie, c'est une épreuve.
Puis, comme n'importe quelle épreuve, la première réaction qu'on a, c'est de regarder ce à quoi on est privé, ce qui nous manque, ce qu'on n'aura plus, alors qu'on devrait plutôt se concentrer sur ce qu'on peut faire, sur ce que la pandémie, peut-être que certains avantages, peut-être même. Donc, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'ai pris mes souliers de course, j'étais allé courir dehors, on avait possibilité de faire des activités dehors. Et je me suis fait un petit gym dans mon sous-sol, soit j'ai sorti les vieux poids de mon père Weather que j'ai modifié pour pouvoir m'entraîner musculairement à l'intérieur. Puis mon cardio, je le faisais à l'extérieur. Si on regarde au niveau des activités extérieures, là, quand tu m'avais contacté pour faire cette entrevue-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur, même présentement? Donc, il y a de la marche. Je regarde chez l'Érablière des Petits Princes, il y a un très, très bel endroit pour faire de la marche en famille ou que ce soit même du jogging. J'ai été faire le sentier, c'est très beau. Puis comme tu dis, pour la famille, c'est un sentier en forêt, mais il y a des animaux. Fait que tu peux voir des petits chevaux, tu peux voir c'est pas des chevreuils, mais ça s'apparente à ça. Donc, puis des cerfs, puis on y était avec mon petit-fils Louis, puis il adore aller là pour donner des petites carottes aux cerfs. Donc on fait d'une pierre deux coups. L'autre chose, le ski de fond. Le ski de fond, là, ne cherchez pas à en acheter présentement parce que toutes les paires de ski de fond sont vendues. Mais on regarde sur la Rive-Sud, à Saint-Léonard, il y a des pistes, à Saint-Célestin, ils en ont fait, à Grand-Saint-Esprit, à Sainte-Eulalie, à Nicolette, à Gentilly. Donc, il y a des personnes qui découvrent ce sport-là présentement. Parce qu'on dit... Il y a du positif dans du négatif. Moi, j'ai l'impression qu'on se réapproprie notre hiver, les Québécois. Par le patin, la raquette, le ski de fond. Puis moi, on a déjà eu des discussions là-dessus. Moi, j'étais un peu créatif par rapport au ski de fond, parce que moi, l'image que j'avais du ski de fond, c'était le fartage. C'est comme ça qu'on appelle ça. Puis que c'était donc bien compliqué. Puis là, ça demandait de l'entretien. Mais c'est plus comme c'était, le ski de fond. Là. Non. Tu peux avoir des skis avec écailles de poisson. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre une petite couche de fard de base. Puis ça y va, effectivement, t'as pas besoin d'être un spécialiste du fartage. Fait que là, je t'ai coupé, Jean-Yves, t'allais parler de raquettes, ça aussi, c'est une belle activité à faire en forêt. Les raquettes, il y a des très beaux endroits aussi pour faire de la raquette. Encore là, à Saint-Léonard, à Saint-Célestin, il y a une piste de raquette. Puis si vous allez à la vallée Rockanigan à Grand-Mère, c'est un très bel endroit aussi pour faire de la raquette. Il y a aussi le parc de la rivière Gentilly, qui est la Rive-Sud. C'est un endroit méconnu, mais qu'on peut faire beaucoup d'activités. Il y a du fat bike, il y a de la raquette, il y a du ski hock, qui est une combinaison de la raquette et du ski de fond un peu. Donc, tu sais, c'est des endroits qui sont proches. Puis ça te permet d'être dans la nature, de prendre de l'air frais. Puis je pense que ça, c'est bien important. Le patinage, regarde, à l'Aréna Richard-Lebeau, ici, il y a des heures de patin libre. Où est-ce qu'on peut y aller? Il y a plein d'endroits sur la Rive-Sud que les gens peuvent faire leur cardio en plein air. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis comme disait Pierre Lavoie, mais Pierre Lavoie, il nous disait que la pandémie, un des avantages, c'est que le monde, la société a découvert l'importance de la prévention. Donc, être en forme physiquement. Si tu es en forme physiquement, ben, tu peux faire mieux faire face au virus ou à toutes les maladies qui se présentent devant toi. Je pense que ça, c'est bien important. Parce on veut pas être prophète de malheur, mais ça se pourrait que ça soit le premier de quelques-uns. Donc, si je suis en bonne santé physique, je courrais pas après, mais si je l'attrape, je vais mieux m'en sortir que quelqu'un qui était plus capable. Entre autres, on disait au début de la pandémie, on a moins répété, mais entre autres, l'obésité, c'était un facteur aggravant de la COVID, entre autres. Oui, c'est un des facteurs. Puis c'est sûr que si tu as des prédispositions, là, certaines maladies, ben c'est sûr que tu vas être plus enclin à avoir le virus ou ces choses-là. Évidemment. Parce que si tu l'attrapes le virus, ça ne veut pas dire que tu ne l'attraperas pas, mais si tu l'attrapes, tu es en meilleure condition physique,
ben, tu vas être équipé pour faire face à celui-ci. Mais évidemment, on a quand même eu, oui, on a l'extérieur, puis tu sais, moi je dis souvent, le plus grand gym au monde, il est traversé à la porte chez vous. Ben oui. Là, t'es souliers dehors. Oui. Puis même dans ton sous-sol, tu peux faire plein de choses. Je te donne un exemple. Là, la fille de ma conjointe, elle va sur Internet, elle va chercher des programmes d'entraînement, puis simplement des exercices avec le poids du corps. Elle s'entraîne beaucoup, puis il y a moyen de faire quelque chose musculairement à l'intérieur ou dans un sous-sol avec des petits programmes d'entraînement comme ça. Puis ça, c'est bon, je dirais, de 7 à 77 ans, même plus jeunes puis plus vieux. Tu sais, même des gens qui sont pas... Parce que, tu sais, des fois, l'exercice physique, on a comme un blocage. Tu sais, des gens âgés ou qui étaient pas... Tu sais, comme toi, on sait, là, Jean-Yves, t'étais un sportif, t'étais bon dans les sports. C'est pas que tu faisais pas d'efforts, c'est pas ça. Mais tu sais, t'étais bon à la balle, t'étais bon au hockey, t'as fait de la course à pied. Mais du monde qui avait pas ces aptitudes-là, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire de l'exercice physique, là. Pas faire... Non. On n'a pas à gagner une course, là, quand on prend une marche ce soir chez nous, là. Ben non. L'important, c'est d'y aller à son rythme. On peut commencer par la marche, puis des fois, si quelqu'un décide d'essayer le jogging, ben tu fais 1 minute de jogging, 1 minute de marche ou 30 secondes de ce type-là. Puis l'important, c'est d'avoir du plaisir à faire ça. Parce que si ça devient un emploi faire ça ou si c'est difficile faire ça et tu n'aimes pas ça, ben c'est sûr que tu continueras pas. Donc, il faut que tu aies un certain plaisir à faire ça à ton rythme. C'est ça la recette magique. Fait que là, on a parlé d'activité physique. Bon, ça aide la perte de poids, le cardio, la circulation du sang et tout ça. Mais évidemment, l'exercice physique, il y a comme... C'est un bonhomme à deux têtes. Oui, il y a l'aspect physique, mais c'est un antidépresseur naturel, faire de l'activité physique. Au point de vue mental, c'est très important. Effectivement. Donc, si on fait l'expérience d'aller à l'extérieur, d'aller faire une demi-heure, 1 heure de ski de fond ou même une marche, quand tu reviens à la maison, tu as des effets bénéfiques qui font que tu te sens à l'aise, que tu as dépensé d'énergie, donc ton trop plein d'énergie est dépensé. Puis c'est ce qu'on appelle les endorphines. Donc, c'est une espèce de drogue positive, si tu veux, qui s'en va dans l'organisme et qui crée un effet de bien-être. Puis ça, c'est bien important. Je pense qu'au niveau mental, l'activité physique, elle a un effet très bénéfique au niveau mental. C'est bien important. On le voit avec nos sportifs qui sont privés présentement. Puis on s'aperçoit que les recherches nous disent que nos adolescents, ils vont pas bien présentement parce qu'ils sont coupés du sport, ils sont coupés de leurs dépenses physiques. Ils peuvent pas se défouler dans quelque chose de positif. Puis dans l'expérience sportive, je dirais, dans l'expérience de sportif de haut niveau, on peut puiser aussi des leçons de vie qui vont nous aider. Tout est on le voit derrière toi, il y a des cartables. Là. Ça, c'est pas des livres, des biographies que tu as lues, c'est que tu archives tout ce que tu as fait au niveau sportif, ce que tu as appris, mais tu es un lecteur avide aussi de gens qui ont fait du sport. Oui. Moi, je m'inspire beaucoup des personnes qui ont fait du sport ou qui ont vaincu des épreuves dans la vie. Donc, mes lectures préférées, c'est beaucoup des biographies. Qu'on pense à dernièrement, là, celle de Derek Aucoin, qui était excellente. Serge Savard, Henri Richard, Jean Béliveau, Maurice Richard, Jacques Dussault, tous des personnages inspirants qui ont vaincu des épreuves. Puis je pense qu'en temps de pandémie, bien, c'est important de regarder ailleurs et de voir qu'il y a des personnes, des fois, qui souffrent, qui sont pas bien, mais qui réussissent à s'en sortir. Puis comment ils réussissent à s'en sortir, c'est ce qu'on trouve dans des biographies, puis ça a un effet positif aussi sur notre mental à nous, puis sur notre façon d'aborder la pandémie ou les épreuves de la vie, quoi qu'il en soit. Et je regardais sur Facebook dernièrement Marisol Saint-Onge, qui a écrit trois bouquins qui sont excellents à lire aussi. Puis on la voyait sur Facebook faire de la corde à lancer. Donc, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes. Puis, elle démontrait un courage exceptionnel en travaillant pour faire de la corde à danser. Donc, c'est des personnages qui sont inspirants et desquels on peut, nous,
s'inspirer pour faire face à ce qui nous manque en temps de pandémie. Et ça, même quand on est dans des hauts niveaux, tu parlais de patin, on patine souvent ensemble. Ben là, on garde la distance là, parce qu'on ne vit pas dans la même bulle, mais on est des adeptes du centre Richard-Lebeau, on va au patinage libre. Puis tu me parlais que même si, puis on va en parler de balle rapide tantôt, tu es un entraîneur de haut niveau, pas juste dans la région, au Québec puis au Canada, mais même si tu es dans les... Moi, je dirais que tu dois être des 5 meilleurs coachs de fastball au Canada facilement, là. Tu restes que tu es encore en processus d'amélioration. Tu me parlais que ils vous ont... C'est qui te rencontre? Là? Tu dis que tu vas me faire une entrevue avec un spécialiste, là. Oui, Tom Henson. OK. Tom Henson, c'est un préparateur qui s'occupe de la préparation mentale au niveau des Yankees de New York, des Twins du Minnesota, puis des Rangers du Texas et des Angels de la Californie, donc 4 équipes de baseball majeures. Puis il a écrit un excellent livre, il en a écrit 2. Il y en a un qui s'appelle Heads Up Baseball et le deuxième, le dernier, qui a paru il y a 2 ans, qui s'appelle Heads Up Baseball 2.0. Donc, c'est non seulement bon pour des athlètes de haut niveau, mais il a écrit un chapitre exprès pour monsieur et madame tout le monde. Okay. Donc, comment aborder les difficultés de la vie, comment aborder les situations de stress, comment on peut gérer ça. OK? Puis, c'est une Bible, c'est vraiment un livre exceptionnel. Donc, il y a plein d'exemples de joueurs de baseball majeurs qui ont travaillé avec lui. C'est un livre aussi qui est beaucoup utilisé par les chirurgiens, donc qui travaillent en situation de stress, et par les parents. Donc, on suggère ce livre-là aussi pour les parents. Donc, je vais avoir une entrevue avec ce monsieur-là là, la semaine prochaine. Puis de ça, il va analyser ce que tu vas lui avoir dit, puis il va te proposer peut-être des pistes pour t'améliorer dans ton coaching, dans le fond. C'est ça. Il va me donner des trucs pour savoir comment... on sait quand on va au championnat du monde, puis tu coaches dans un match où est-ce qu'il y a 10, 12 000 personnes, puis tu as beaucoup de pression. Donc, comment aborder ça? Comment faire pour bien réagir aussi à la pression? Comment se préparer? Comment avoir un coffre d'outils pour, si jamais il arrive des pépins, à savoir comment réagir? Ça, c'est bien important dans le coaching. Fait que si Jean-Yves, là, il est ouvert à s'améliorer au niveau de la fastball, on peut tous s'améliorer dans chacun de nos domaines. Justement, balle rapide, on est le printemps, il y a encore beaucoup de neige, mais on va retrouver nos terrains de balle, surtout avec le passage en zone orange. Là. On pense que comme l'été passé, avec évidemment peut-être des adaptations, on va pouvoir avoir de la balle au centre du Québec, au cœur du Québec. On commence à prendre des inscriptions en ce moment-là. Oui. Au niveau de la Ligue de balle rapide, je vais parler du centre du Québec en premier. Mais, au niveau de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec, chaque organisation est en train présentement de prendre ses inscriptions. Puis déjà, on voit que les jeunes, le sport leur a manqué. Ils n'ont pas eu de hockey cet hiver. Donc, déjà, à Saint-Léonard d'Aston, on vient de terminer les inscriptions. On a au moins une dizaine d'inscriptions de plus. Donc, on va avoir une équipe de plus cette année. Wow. Donc, les jeunes ont très hâte de... Nous autres, tout ce qu'on attend, c'est un go du gouvernement pour commencer à pratiquer à l'intérieur, faire notre école de lanceurs-receveurs et préparer les camps d'entraînement et tout ça. Donc, les jeunes sont prêts. Souvent, ils nous textent. Puis ils ont vraiment hâte de sauter sur le terrain ou aller dans le gymnase pour pratiquer. Et en passant, au niveau de la Ligue mineure, on invite les organisations qui seraient intéressées à joindre la Ligue de fastball mineure. Ils peuvent me contacter n'importe quand. On peut leur offrir des cliniques, on peut les aider s'ils veulent faire des équipes. Puis Jean-Yves, il est facile à trouver sur Facebook, puis il répond vite. T'as son affaire. T'as ton affaire, Jean-Yves. Puis évidemment, on a parlé de Saint-Léonard d'Aston, mais oui, on pourrait dire que c'est un chef-lieu de la fastball au Québec, au Canada même, entre autres grâce à toi, mais il y a eu des gens aussi qui t'ont pavé le chemin. Il ne faut pas les oublier, ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Là. Il y a des gens qui ont... ça, il y a Michel Leclerc qui est un très grand artisan au niveau des lanceurs. Là, présentement, c'est un des tops au Québec, sinon au Canada. Donc, il y a beaucoup. Il y a Lisanne
Desilets, ben oui. À Saint-Eulalie, Martin Beaulieu à Drummondville, Nicolas Fauché, Pascal Martin à Saint-Wenceslas, à Saint-Célestin. On est au niveau du directeur des loisirs qui est très dynamique. À Notre-Dame-du-Bon-Conseil, on a Catherine Desilets. Donc, on a beaucoup d'intervenants. À Saint-Léonard aussi, on a Sylvain Ruel qui travaille avec nous, David Piévin, mon frère Jean-Pierre. Donc, beaucoup d'entraîneurs, des adultes qui s'impliquent pour le bien des gens, dans le fond. Comme on va avoir une expansion dans la Ligue nationale à Seattle, on va peut-être avoir une expansion cette année. Parce que là, on vise Notre-Dame-du-Bon-Conseil avec Catherine Desilets pour une équipe T-ball. Le retour de Saint-Célestin en T-ball aussi. Et Sainte-Gertrude qui refont leur terrain de balle. Sainte-Gertrude qui était déjà un château fort de la balle rapide. Donc, on refait le terrain de balle cette année. Et on a l'intention de partir avec des petits T-balls cette année aussi. Puis évidemment, tu parles de T-ball, on parle de jeunes. On est dans la participation, le plaisir de découvrir ce sport-là. Il y en a qui vont rester dans le récréatif, puis c'est bien heureux comme ça. Mais on a des joueurs de la région qui vont aller une coche plus haut. Il y a l'équipe du Québec. T'es impliqué là-dedans. Est-ce qu'on a des joueurs de la région qui vont être de l'équipe Québec cette année? Oui. On a au niveau des équipes du Québec, on est en préparation pour les Jeux du Canada. Okay. On sait que les Jeux du Canada, ils ont été reportés d'un an. Donc, au lieu d'être cet été, ils vont être reportés l'an prochain. Et on a présentement 23 joueurs à l'entraînement. Donc, on a des gars comme Julien Fournier, on a des gars comme Gabriel Desilets, Isaac Noël, Xavier Dano. Ces gars-là qui sont en lice pour faire l'équipe. On est encore en camp d'entraînement. Donc, on a un beau potentiel à développer. Puis, justement, là, présentement, les gars ont un programme d'entraînement à faire, physique, préparé par un préparateur physique. Et là, présentement, les Américains nous contactent, voir si on va pouvoir aller aux États-Unis pour les tournois, ce qu'on ne sait pas encore. On espère, parce qu'il y a un gros tournoi à Osable Fork, ça fait nombre d'années qu'on y va. Ils veulent bien nous avoir aller là. Donc, les joueurs en préparation. Si jamais c'est la même chose que l'an passé, on avait fait des entraînements toutes les fins de semaine, puis des mini-tournois entre nous. Parce qu'évidemment... De Daveilleville, j'ai oublié aussi, on avait Vincent Godette, qui est un très rapide joueur de... C'est toujours bon de faire de l'activité, on l'a dit dans le départ de notre discussion, Jean-Yves, mais à ces âges-là, jeune homme, adolescent, là, c'est peut-être pas une bonne idée de sauter une année. Il faut que ça joue. Non. Bien qu'on ne joue peut-être pas au Canada, on joue peut-être pas aux États-Unis, mais il faut jouer. Il ne faut pas perdre. C'est ça. C'est sûr qu'en préparation, on peut faire des entraînements, mais à un moment donné, il faut que le bonbon arrive. Donc, il faut avoir des matchs pour se préparer. Puis parfois aussi, quand la compétition change d'année, les âges peuvent changer, ce qui n'est pas le cas des Jeux du Canada. Mais ça peut être décevant pour un athlète qui s'est préparé pendant un nombre d'années pour une compétition, puis à cause de la pandémie, qui ne pourra pas participer. Puis, est-ce qu'on a des joueurs qui sont pas... Parce que là, on a parlé d'équipe Québec, c'est bien. Est-ce qu'on a des joueurs qui ont un potentiel de jouer le niveau au-dessus, au niveau national? Est-ce qu'on a des joueurs qui pourraient être de l'équipe nationale du Canada? Oui. Présentement, il y a 2 équipes qui sont en préparation, là, soit le U23 et le U18 au niveau de l'équipe nationale. Au niveau de l'équipe U18, on a le Softball Canada a bâti un programme donc qui concerne présentement 142 joueurs qui sont inscrits, qui ont le potentiel éventuellement de faire l'équipe nationale. Donc, ces joueurs-là ont une formation, des programmes d'entraînement à suivre. Et les qualifications pour le championnat du monde en U18 vont être en 2022. Donc, le Canada, habituellement, il se qualifie. C'est 4 équipes nord-américaines qui ont le droit de participer au championnat du monde. Et par la suite, en 2023, il y aura la Coupe du monde. On ne sait pas encore à quel endroit à cause de la COVID. Mais les joueurs sont vraiment privilégiés dans ce programme-là parce que la personne qui prépare le programme d'entraînement physique, c'est celle qui prépare celui de l'équipe olympique canadienne. On a aussi, ils ont un programme d'entraînement de bâton à faire, un programme d'entraînement défensif et un programme d'entraînement mental, justement avec Tom Henson. Ils ont des tests à remplir à chaque semaine. Donc, dans
ce bassin de 142 joueurs-là, on a 8 joueurs du Québec, donc 4 joueurs de la région, soit Cédric Fauché, Jérémy Martin, Isaac Noël et William Ruel. Ces gars-là sont à l'entraînement depuis 7 automnes. Donc, ils poursuivent leur entraînement 5 jours semaine. Donc, pour éventuellement, on va les amener dans des camps pour faire la sélection finale pour 2023, qui est de 15 joueurs. Puis notre Isaac, voyons, le nom... Oui, justement, il y a aussi l'équipe U23. OK. C'est l'équipe U23 qui est présentement en processus de sélection des entraîneurs. Donc, les entraîneurs, l'entraîneur-chef devrait être choisi la semaine prochaine. Par la suite, les adjoints. Et par la suite, les joueurs vont être invités au camp d'entraînement. Et Isaac Lefebvre, qui est le meilleur joueur au Québec présentement, qui est un joueur dominant. C'était le capitaine de l'équipe nationale, le dernier championnat junior. Donc, il est éligible à faire partie de cette sélection-là. Les qualifications pour cette équipe-là vont être en 2021, donc cette année. Et le championnat est en 2022 en Argentine, c'est déjà déterminé. Mais là, donc, Isaac a une très bonne chance d'être encore une fois le capitaine de cette équipe. Un gars de Saint-Léonard d'Aston, puis de tous les athlètes, on a eu des bons qui ont passé à Saint-Léonard d'Aston, mais tu m'as déjà confié, c'est public, on l'avait quand on a passé le tournoi de balle rapide, c'est un des tops que tu as vu passer, toi, là dans ta carrière. Ah oui, nécessairement, puis c'est pas un hasard, parce que c'est un gars très déterminé. J'ai jamais vu un athlète s'entraîner comme ça. Donc, c'est lui qui me demandait d'aller l'entraîner souvent des entraînements supplémentaires. Puis, j'étais assez dur avec lui, puis j'étais pas capable d'en venir à bout. C'est vraiment un joueur exceptionnel au niveau mental aussi, au niveau de préparation. C'est un joueur préparé. Il a une très bonne éthique de travail. D'ailleurs, il s'en va en médecine, donc c'est pas surprenant du tout. Bon, merci Jean-Yves de cette mise à niveau que tu nous as offert. Oui, au niveau de l'activité physique, l'impact mental aussi que ça a, puis le topo que tu nous as fait sur la situation de la balle rapide. J'aimerais réinviter les gens qui auraient des jeunes qui nous écoutent peut-être, qui voudraient s'inscrire à la balle rapide, des parents qui voudraient avoir plus d'informations. Comment qu'on fait pour te rejoindre, Jean-Yves? On peut me rejoindre soit par Messenger ou simplement à mon numéro de téléphone, 819-461-0686. Je serai disponible, puis il n'y a aucun problème pour donner des informations, soit pour aider aussi. Bon, parce que c'est un beau sport, la balle. C'est une belle activité, parce que c'est physique, mais c'est aussi beaucoup stratégique au niveau de la concentration. C'est un sport qui est très complet. Bien, merci Jean-Yves, puis bravo encore pour tout ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Merci. C'était Jean-Yves Doucette, Monsieur Balle Rapide Québec, presque Canada, on pourrait dire. Donc, c'était Jean-Yves. On se dit à la prochaine. Merci. Avec Emmanuel Robin. Emmanuel, tu es directeur adjoint à l'École secondaire La Découverte. Tu t'occupes de quel élève en particulier? J'ai eu la chance de m'occuper du secondaire 1, 2, ainsi que de l'adaptation scolaire, plus précisément le cheminement continu, ainsi que l'enseignement personnalisé. Et tu es directeur ici depuis combien d'années? Bien, c'est ma deuxième année que j'ai la chance de diriger cette belle école. Et là, évidemment, on n'inventera pas rien en disant qu'il y a eu une COVID, puis là, l'année scolaire, l'année passée, c'était un peu déstabilisant. Est-ce qu'on a réussi à stabiliser la déstabilisation cette année? Bien, écoutez, moi, je voudrais premièrement lever mon chapeau à nos enseignants, car ils ont fait tout un travail pour permettre aux élèves de continuer leur apprentissage en ligne. Ils se sont revirés pour offrir une excellente pédagogie au niveau des outils numériques. Et ça a permis de ne pas trop affecter notre taux de réussite. Parce qu'évidemment, on a comme propulsé l'éducation 10 ans en avant, en 6 mois ou à peu près, même moins que ça. Y a-t-il des acquis qui vont rester de dessous, tu penses, cet enseignement en ligne-là? Oui, il y a sûrement des acquis, pas nécessairement toujours en termes d'enseignement en ligne.
mais dans des modèles pédagogiques, également les communications entre les enseignants, la direction. Donc, on a vraiment amélioré le profil. Communication également avec les parents. Ce profil-là de communication s'est grandement amélioré. Donc, c'est des points positifs si on peut parler de la COVID. Oui. Et évidemment, on veut quand même reconnaître nos élèves. Senior, ça a toujours été présent. Évidemment, cette année, il n'y a pas de sortie de fin d'année, en tout cas, à part qu'il y ait des changements, mais on va quand même tenir un gala Méritas cette année. Écoutez, c'est sûr qu'on va se laisser de belles surprises, mais on tenait à souligner l'effort de nos élèves, leur capacité à s'adapter. Je ne vous cacherai pas que nous sommes très fiers quand il y a des mesures sanitaires en place et nos élèves, pour la grande majorité, respectent très bien ces mesures. On se doit de redonner à nos élèves, de leur montrer qu'on est fiers d'eux autres. Et oui, on est un comité qui travaille actuellement à monter un très beau gala découverte. Et on est où qu'on enregistre en ce moment, on est à proximité de la classe à Laurie-des-Coteaux. Oui. Tu disais les élèves ont été exemplaires au niveau du respect. On a eu une belle initiative qui est née de cette classe-là, une adaptation scolaire, justement. Tout à fait. Un projet entrepreneurial du nom de Service Royal. C'est des élèves qui s'impliquent à travers notre école à offrir leurs services de différentes façons, que ce soit de livrer des cafés, de produire des huiles parfumées, ainsi de suite. C'est vraiment très bien. Et les élèves, en plus, ça leur permet de côtoyer les adultes, mais sous un autre angle que l'angle seulement scolaire puis rapport enseignant-élève. Et nous sommes très fiers car grâce aux intervenantes qui ont guidé ces élèves-là de main de maître, on a même gagné des prix au niveau entrepreneurial. Au plan québécois. Au plan québécois, en effet. Puis là, tu me parlais d'huile, mais ils ont eu un volet. C'était comme une équipe de monsieur et de madame net dans l'école. Bien oui, on parlait tantôt de la COVID puis des mesures sanitaires. Eh bien, on a eu bien sûr notre équipe qui a grandement aidé le service royal en désinfectant plein d'endroits publics, chose qui nous a permis de rester ouverts sans aucun doute et d'être beaucoup moins atteints par ce virus. Merci Emmanuel. On va souhaiter une année scolaire 2021-2022 un peu plus normale. Un peu plus tranquille, mais une très belle année avec nos élèves. Merci beaucoup. Merci. Bye. En fait, cette année, dans le cadre du Rendez-vous des Lucioles, on a choisi de le faire en tournée, donc de se présenter en classe pour pouvoir aller rencontrer les jeunes, les féliciter et surtout faire rayonner les projets qu'ils ont choisi de faire cette année, autant en entrepreneuriat, en bénévolat qu'en volontariat. Pour le J'entreprends Nicolet Bécancour, on est super chanceux. On a un beau partenaire qui est Desjardins qui a choisi de financer le projet. Là, ça fait déjà 3 ans qu'on est avec eux. Avec la pandémie, ça nous a permis de pouvoir étirer un peu nos fonds. Donc, on sait qu'ils nous ont autorisé à pouvoir utiliser les fonds jusqu'en juin 2022. C'est bien sûr à la base un projet du Carrefour Jeunesse Emploi. Et quand le Rendez-vous des Lucioles a été créé, que J'entreprends Nicolet Bécancour a été créé, on avait aussi la SADC Nicolet Bécancour qui était parmi nos partenaires. Habituellement, le gala, c'est les jeunes qui viennent assister. C'est une grosse soirée de cérémonie, qu'on leur remet un diplôme, qu'on les félicite, qu'on met en lumière tous les projets qui ont lieu. Donc, c'est une soirée très inspirante pour les jeunes. Ça leur permet de voir les projets qui ont eu lieu là, dans d'autres écoles au niveau primaire, secondaire. Cette année, étant donné qu'on se déplace plutôt vers les jeunes, bien, ce qu'on a décidé de faire, c'est une vidéo qui présente chacun des 22 projets qu'on a soit accompagné le Carrefour cette année ou des projets qui ont été déposés à Ose Entreprendre. Fait que ça devient vraiment un moment inspirant pour les jeunes. On leur a apporté aussi une petite surprise pour les féliciter de leur projet. Puis, ils vont pouvoir se voir à l'écran là aussi pour le projet qu'ils ont réalisé. Le grand souhait, c'est qu'en 2022, le Rendez-vous des Lucioles puisse être en présentiel, notre nouveau mot qu'on a appris cette année. Hein? Donc, de pouvoir là, ramener les jeunes à cette soirée-là. Puis c'était vraiment l'idée à la base du Rendez-vous des Lucioles, c'était de sortir les jeunes un peu de l'école puis de leur faire voir autre chose, des amener dans un événement qui n'est pas un gala scolaire, qui est vraiment un gala dans la communauté. Parce qu'une des missions de J'entreprends Nicolet Bécancour, bien, c'est de faire rayonner les projets auprès de la communauté. Donc, on a entre autres notre page Facebook qui permet aux parents, aux entrepreneurs de la région, même aux enseignants, à la communauté en général, de pouvoir voir ce qui se passe dans les écoles, puis de pouvoir féliciter les jeunes puis de les encourager dans leurs projets.
Pour nous, on considère que c'est vraiment important de s'initier à l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge. On a même un livre qui est pour les 4 à 5 ans, pour vraiment les initier à c'est quoi développer des qualités entrepreneuriales. Ce qu'on souhaite, c'est que plus un jeune est entrepreneur jeune, plus qu'il va développer ces qualités-là et pouvoir les appliquer dans son parcours scolaire, mais aussi après son parcours scolaire. On ne veut pas en faire des entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent développer ces qualités-là qui vont être hyper positives aussi pour un employeur plus tard, dans leurs études aussi. Fait que, on parle de motivation, on parle de persévérance, on parle de créativité. Donc, c'est toutes des qualités là, que, peu importe dans le domaine dans lequel que tu vas être, que tu sois aux études, que tu sois sur le marché du travail, bien, tu as besoin de ça. Fait que nous, on se dit, plus qu'on les prend jeunes, plus qu'on va pouvoir là, développer ça chez eux et surtout, plus on va pouvoir faire des gros projets. Si on commence déjà à toucher à l'entrepreneuriat à 5, 6, 7 ans, imaginez ce que ces jeunes-là vont pouvoir faire rendus en secondaire 5. I've made it through you. I can do it again. Do what you have to do. Already know how it ends. Well, go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. I can't say it was easy. I've missed you and everything. I can't stay on my knees. I had to keep on moving. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know. We'll go on and
leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going to leave again. That's the best you can do. I swear